Il y a quelques années, j'ai emménagé dans une nouvelle maison que je venais de louer. La première semaine s'est écoulée sans aucun problème. J'ai pris le temps de déballer mes affaires, d'acheter de nouveaux meubles et d'organiser les lieux à mon goût. La raison principale de ce déménagement était mon nouveau travail à domicile. J'avais donc besoin d'un endroit calme. La maison, loin de tout, offrait l'environnement paisible idéal. Un matin, après avoir préparé le petit déjeuner et m'être installé pour travailler, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. En ouvrant, j'ai trouvé mon propriétaire, tout sourire, me demandant comment je me sentais. « Oui, ça va, merci », ai-je répondu, un peu perplexe quant à sa visite imprévue. Il a essayé de discuter quelques minutes, disant qu'il voulait juste voir comment tout se passait, puis il est parti. J'ai trouvé cela bizarre. Il aurait pu simplement m'envoyer un message au lieu de venir sans prévenir. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, et j'ai fini par oublier l'incident. Après le dîner, je suis sorti faire une promenade autour de mon quartier. Les maisons des voisins étaient assez espacées, et je n'avais pas encore eu l'occasion de voir les autres résidences. J'ai marché pendant une demi-heure, puis j'ai rebroussé chemin. En tournant le coin pour rejoindre ma rue, j'ai aperçu une voiture garée sur le bord de la route. Elle n'était pas garée directement devant chez moi, mais il n'y avait aucune autre maison à proximité. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était la même voiture que celle de mon propriétaire, celle qu'il avait dans l'allée quand il m'a fait visiter la maison, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Je me suis empressé de rentrer et jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir s'il était dans le jardin, mais je ne l'ai vu nulle part. Je n'étais pas vraiment effrayé, mais je trouvais la situation bizarre et gênante. Après un moment, j'ai cessé de surveiller, n'apercevant toujours rien. Environ 1 heure plus tard, un nouveau coup a retenti à la porte. En regardant par le Judas, j'ai vu que c'était encore mon propriétaire. J'ai soupiré d'agacement et ouvert la porte. Il souriait toujours et me demandait encore comment j'allais. « Oui, ça va, merci », ai-je répondu, ajoutant poliment. « Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, me prévenir la prochaine fois que vous passez ?» Il s'est excusé, expliquant qu'il voulait juste s'assurer que j'étais bien installé. J'ai souri en lui disant que j'avais du travail et que je devais y retourner, puis j'ai fermé la porte. Il y avait quelque chose de vraiment dérangeant dans son attitude, son regard et la façon dont il me parlait. Visiblement, cet homme ne comprenait pas vraiment les limites sociales. Cette nuit-là, je me suis couché en pensant à la meilleure façon de lui dire que je souhaitais être laissé tranquille. Bien sûr, c'était son bien, mais il y a des règles à suivre quand on loue une propriété. Je me suis endormi sans avoir trouvé de solution, mais j'ai été réveillé un peu plus tard dans la nuit. Il était bien après minuit quand un coup à la porte m'a fait sortir du lit. J'ai allumé les lumières et descendu les escaliers en me disant que si c'était encore lui, j'allais vraiment perdre patience. J'ai regardé par le Judas et, bien sûr, c'était encore lui. J'ai ouvert la porte brusquement et dit fermement « Que faites-vous ici ? Vous ne pouvez pas être ici à cette heure, vous devez partir. » C'est alors que j'ai remarqué qu'il tenait un sac de sport. Il m'a expliqué qu'il devait faire une réparation urgente sur les tuyaux dans le sous-sol et que son téléphone lui avait envoyé une alerte pour une légère fuite de gaz. Or, aucune alarme ne s'était déclenchée dans la maison, ce qui rendait cela très suspect. Je lui ai répondu que j'appellerais quelqu'un le matin, puis ai tenté de refermer la porte. Soudain, il a forcé la porte avec son corps, comme s'il ne réalisait pas que je voulais la fermer. Je me suis figé, ne sachant plus quoi dire ni faire. Il m'a regardé, debout dans l'entrée de ma maison, et a souri. « Ça ne prendra qu'1 minute », a-t-il dit. Il a posé son sac de sport et m'a demandé de le suivre pour qu'il puisse me montrer le problème avec le tuyau. Il a ouvert la porte du sous-sol et a commencé à descendre. Je l'ai suivi sur quelques marches, puis j'ai pensé à quelque chose. « Attendez, je vais chercher mon téléphone pour prendre des photos, je reviens. » Je suis remonté précipitamment, et heureusement, il est resté en bas. J'ai couru jusqu'à ma chambre pour attraper mon téléphone et mes clés, puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Avant de sortir, j'ai rapidement jeté un coup d'œil dans le sac de sport pour vérifier, au cas où. À l'intérieur, il n'y avait pas d'outils, du moins pas des outils normaux. Je ne savais pas ce qu'étaient ces objets,
mais je n'avais pas le temps de comprendre. J'ai entendu ses pas remontant les escaliers, alors que je me précipitais hors de la maison pour monter dans ma voiture et partir. En route, j'ai appelé la police et me suis garé dans un parking à proximité. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore aujourd'hui. Mon propriétaire était toujours sur place quand les policiers sont arrivés, mais le sac de sport qu'il avait avec lui avait disparu. Ils ne l'ont jamais retrouvé. À la fin, tout ce que j'ai pu obtenir, c'est de pouvoir déménager sans payer de frais de résiliation du bail. Ses visites imprévues et son comportement dérangeant ou même le fait qu'il se soit invité chez moi ne suffisaient tout pas pour qu'il subisse des conséquences. Évidemment, j'ai accepté l'accord et ai déménagé tout de suite. Mais au fond de moi, je sais qu'il est quelque part dehors et qu'il fait probablement à quelqu'un d'autre ce qu'il comptait me faire à moi. Et je ne peux rien faire pour l'arrêter. J'ai déménagé dans une nouvelle maison qui venait d'être construite de l'autre côté de la région. Mon ancien propriétaire avait décidé de vendre sa maison et à la fin de notre bail, il m'a donc demandé de partir. J'ai trouvé une autre maison à louer et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'y emménager. Mais dès mon arrivée, j'ai remarqué mon voisin d'en face qui me fixait à plusieurs reprises, et ce, dès les premiers jours. C'était un homme d'âge moyen, mais il semblait ne jamais quitter sa maison. Au début, j'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant qu'il était simplement curieux de voir une nouvelle personne dans le quartier. Mais plus je le voyais, plus je sentais que quelque chose clochait chez lui. Il ne parlait à personne, ne souriait jamais et ne sortait jamais. Il restait simplement chez lui, à observer. Je l'apercevais par moments à travers ma fenêtre, le voyant parfois debout dans son allée à des heures bizarres de la nuit, ce qui commençait à sérieusement me mettre mal à l'aise. Une nuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai entendu un bruit étrange dehors, comme un grattement, comme si quelqu'un traînait un objet lourd sur le sol. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu mon voisin traînant ce qui ressemblait à une grande échelle sur sa pelouse. Il était très tard, et je ne comprenais pas pourquoi il aurait besoin de faire des travaux chez lui à cette heure-là. J'ai essayé de me dire que je devenais paranoïaque, peut-être parce que j'étais dans un nouvel endroit, entouré de nouvelles personnes, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation d'inquiétude. Le lendemain matin, je l'ai encore vu dehors, cette fois debout au bout de mon allée, me fixant à travers ma fenêtre. J'ai tiré les rideaux et tenté de l'ignorer, mais son regard insistant m'a glacé le sang. Le fait qu'il se trouve si près de mon allée me mettait également mal à l'aise. J'ai donc rapidement sauté dans ma voiture et quitté mon garage. Il était alors retourné dans sa propre cour, mais il me regardait partir. Les choses se sont aggravées. Une nuit, alors que j'étais au lit, j'ai clairement entendu quelqu'un marcher dans l'herbe, dans mon jardin, pourtant clôturé. Je me suis levé pour regarder par la fenêtre, mais les bruits de pas se sont arrêtés. J'ai attendu dans mon lit pendant peut-être une demi-heure sans entendre d'autres bruits. Pour être sûr, je me suis relevé pour vérifier une dernière fois par la fenêtre et, au fond du jardin, j'ai vu une silhouette. Il était difficile de bien distinguer la personne à cause de l'obscurité, mais il y avait bel et bien quelqu'un qui me regardait. J'ai reculé et appelé la police, mais l'homme était parti avant leur arrivée. Je leur ai parlé de mon voisin étrange, mais ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucune preuve de quelque acte répréhensible que ce soit et que mon voisin n'avait jamais eu de problèmes avec la loi. En gros, ils ne pouvaient rien faire pour moi à moins qu'il se passe quelque chose de plus grave. J'ai donc commencé à prendre des précautions, verrouillant toutes mes portes et fenêtres et évitant de sortir le plus possible, mais malgré cela, je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Cela faisait presque 2 semaines que j'avais emménagé dans cette nouvelle maison et je commençais même à envisager de rompre le bail. Puis un soir, je suis rentré tard du travail et je suis allé directement me coucher. En pleine nuit, j'ai été réveillé par un bruit sourd contre le mur extérieur de ma chambre, qui se trouvait au 2e étage de la maison. Je me suis lentement levé, le cœur battant, et j'ai tiré les rideaux. J'ai reculé d'un bond en hurlant, en voyant le visage de mon voisin à quelques centimètres de ma fenêtre. Il était debout sur une échelle, essayant de regarder dans ma chambre. Il est descendu rapidement et a pris la fuite.
J'ai de nouveau appelé la police et quelques minutes plus tard, ils l'ont intercepté alors qu'il essayait de ranger l'échelle. Bien qu'il n'ait rien avoué, il était clair ce qu'il essayait de faire. Les jours suivants, un autre voisin est venu me parler, m'expliquant qu'il avait eu des expériences étranges avec cet homme aussi. Il m'a raconté qu'un jour, en rentrant du travail, il l'avait vu en train de regarder par ses fenêtres. Une partie de moi se demande si tout cela aurait pu être évité, si quelqu'un avait signalé ce comportement étrange plus tôt. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant derrière moi. Je suis réceptionniste dans un hôtel de ma ville, et la plupart de mes horaires de travail sont de nuit. Je suis en charge de l'accueil, de répondre aux appels et de surveiller les caméras de sécurité. C'est en général un travail assez tranquille, car notre hôtel n'est ni très grand ni très fréquenté. Cette nuit-là, l'hôtel était presque vide, avec seulement quelques clients. J'étais assis à l'accueil, sur mon téléphone, quand j'ai vu un homme approcher de l'entrée. Je me suis levé et l'ai salué quand il est entré. Il m'a regardé avec des yeux injectés de sang et m'a dit « J'ai besoin d'une chambre pour la nuit ». Il était manifestement sous l'influence de quelque chose, mais malgré cela, je l'ai enregistré et lui ai donné une clé. Il est courant d'accepter des réservations sans préavis lorsque l'hôtel est rempli à moins de 75%. L'homme s'est dirigé vers les ascenseurs et je me suis rassis, reprenant mon téléphone. Quelques heures plus tard, j'étais toujours à la réception lorsque j'ai entendu un bruit provenant du couloir, comme un coup sourd, comme si quelqu'un essayait de forcer une porte. Je me suis levé et suis allé voir, marchant jusqu'au bout du couloir. L'homme que j'avais enregistré plus tôt se tenait là, essayant d'ouvrir une des portes de maintenance. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé avec ses yeux étranges, puis m'a ignoré et a continué de forcer la porte. J'ai réitéré ma question, mais il m'a juste fixé. Ne sachant pas trop quoi penser, j'ai supposé qu'il était peut-être vraiment drogué et cherchait un distributeur automatique. Je ne voulais pas le contrarier, donc je suis retourné à mon bureau et ai essayé d'oublier l'incident. Un bon moment est passé sans aucune activité, aucun bruit venant des chambres, personne entrant ou sortant de l'hôtel. Il devait être environ 3 heures du matin quand j'ai décidé de faire une petite ronde au rez-de-chaussée pour rester éveillé et actif. Mais en revenant vers le couloir près de la réception, j'ai entendu un bruit soudain et très fort provenant de l'une des chambres. Je me suis arrêté pour écouter, puis suis monté au 2e étage, d'où le bruit semblait provenir. Tout était devenu silencieux, ce qui m'a un peu rendu nerveux. En avançant dans le couloir, je n'entendais plus rien, mais en arrivant au bout, j'ai vu que la porte de l'une des chambres était ouverte. J'ai écouté quelques secondes avant de frapper doucement. Personne n'a répondu. J'ai jeté un œil prudemment à l'intérieur, sans savoir à quoi m'attendre. La chambre semblait vide. Je n'étais pas à l'aise à l'idée d'entrer complètement, alors je n'ai pas trop regardé autour de moi, mais j'étais presque sûr que personne ne s'y trouvait. J'ai fermé la porte et vérifié le numéro de la chambre. 112. C'était la chambre que j'avais attribuée à cet homme. Pourtant, je ne l'avais jamais vu sortir de l'hôtel. Je suis retourné rapidement à la réception et ai consulté les caméras de sécurité situées dans le hall et autour de l'hôtel, mais l'homme n'apparaissait nulle part. J'ai sursauté lorsque le téléphone de l'hôtel a sonné. C'était l'appel d'une des chambres. J'ai décroché. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Une femme m'a expliqué qu'un homme avait frappé à sa porte en pleine nuit. Je me suis excusé et lui ai assuré que je m'en occuperais. En raccrochant, je commençais vraiment à me sentir nerveux. Je fis le tour du comptoir, mais avant même de pouvoir faire un pas, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un autre client, d'une chambre différente, me disant qu'il avait vécu la même chose. Quelqu'un frappant à sa porte au milieu de la nuit. J'ai immédiatement appelé la police et suis resté près des portes d'entrée au cas où je devrais fuir rapidement. Heureusement, ils sont arrivés avant qu'il ne se passe autre chose. Mais ils n'ont pas trouvé l'homme. À la place, ils ont découvert une fenêtre brisée dans sa chambre, par laquelle il avait probablement sauté. Elle était pourtant au 2e étage, et je ne sais pas comment il a réussi à fuir sans blessure grave. Plus tard, pendant que la police continuait de fouiller les lieux, ils ont reçu un rapport indiquant que la voiture avec laquelle il avait payé sa chambre avait été volée.
Il reste flou de savoir quelles étaient ses intentions ou pourquoi il frappait aux portes des autres clients. Je suis reconnaissant qu'aucun d'eux n'ait ouvert la porte, car cette affaire aurait pu finir bien plus mal s'il l'avait fait. L'année dernière, j'ai entrepris un long voyage de 10 jours en voiture. Ce n'était pas pour me rendre dans un endroit précis, j'ai fait une grande boucle, m'arrêtant dans 5 ou 6 villes différentes. En fait, je n'avais pas réservé d'hôtel à l'avance parce que je ne savais pas combien de temps j'allais passer dans chaque ville, ni où je voudrais m'arrêter en route. Je comptais donc sur la disponibilité des hôtels pour accepter des réservations sans préavis. Les 5 premières nuits, j'ai trouvé de bons hôtels en cours de route, mais la 6e nuit, j'ai eu des soucis. Je conduisais entre 2 villes et mes paupières commençaient à devenir lourdes. Il devait être environ 11 heures du soir. Je voulais continuer jusqu'à la prochaine grande ville et dormir dans un parking ou quelque chose de similaire. Mais je n'y arriverai jamais avec une telle fatigue. J'ai fait une pause et appelé quelques hôtels de grandes chaînes qui se trouvaient sur mon chemin, mais aucun n'acceptait d'arriver sans réservation. Je commençais à paniquer, me disant que je devrais peut-être dormir sur le bord de la route, ce qui était évidemment dangereux, mais soudain, j'ai vu un panneau indiquant un hôtel à une quinzaine de kilomètres. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel, qui avait plus l'air d'un motel d'un seul étage avec plusieurs chambres alignées. Le parking était en grande partie vide, avec seulement quelques voitures garées. Je suis sorti et me suis dirigé vers la réception, où j'ai demandé à la réceptionniste si elle avait une chambre disponible. Par chance, il restait une chambre, et elle m'a donné une clé. J'ai pris mon sac dans la voiture et l'ai amené dans la chambre. C'était très vieux jeu et démodé, mais pour le prix, ça restait acceptable. Mais à peine 1 minute après être entré, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis approché et j'ai entrebâillé la porte pour voir qui c'était. Un homme se tenait là, marmonnant des choses pour lui-même, et dès qu'il m'a vu ouvrir, il a essayé de forcer la porte pour entrer, tout en continuant à marmonner. J'ai mis mon bras pour l'empêcher d'entrer complètement et je lui ai dit de partir. Après un instant, il s'est arrêté de parler, m'a regardé, puis a fini par se retourner et s'éloigner. Je l'ai observé jusqu'à ce qu'il soit vraiment parti, puis j'ai verrouillé la porte. C'était bizarre, mais je ne me suis pas senti vraiment menacé, pensant qu'il s'agissait juste d'un homme perdu ou sous l'emprise de drogue. Je suis retourné au lit et me suis endormi au bout de 15 minutes. Quelques heures plus tard, un nouveau coup à la porte m'a réveillé et j'étais tout de suite agacé, me disant que c'était forcément le même homme. Cette fois, j'ai appris de mon erreur et ai mis la chaîne de sécurité avant d'entrouvrir la porte. Heureusement que je l'ai fait, car à peine avais-je déverrouillé la porte que l'homme l'a frappé avec force, en hurlant des phrases incohérentes. Je me suis reculé et ai immédiatement appelé les urgences. Mais l'homme ne lâchait rien, continuant à se jeter contre la porte pour essayer de la casser. 1 minute après, il a glissé un couteau entre la porte et a tenté de couper la chaîne. Bien sûr, le couteau ne pouvait pas couper la chaîne, mais savoir qu'il était armé m'a glacé le sang. Il a continué à crier, frapper et essayer de forcer la porte pendant plusieurs minutes avant que le silence ne revienne enfin. La police est arrivée un peu plus tard, mais l'homme avait disparu. Je ne sais pas ce qui n'allait pas chez lui ni pourquoi il voulait tellement entrer dans ma chambre, mais il avait sans aucun doute de mauvaises intentions. Peut-être qu'il était simplement drogué, mais le fait de tenter d'entrer dans une chambre avec un couteau est terrifiant. Il suffit d'une seule erreur, comme ouvrir la porte ou oublier de la verrouiller, pour qu'une personne comme lui profite de la situation. Je ne pense pas qu'il en avait personnellement contre moi, mais il m'arrive encore parfois d'avoir cette étrange sensation d'être observé. J'ai 31 ans, et cette histoire remonte à 2020, alors que j'avais 29 ans. Mon amie, appelons-la Stacy, m'a dit qu'elle avait une connaissance, que nous appellerons Brianne, qui cherchait quelqu'un pour garder son chien pendant qu'elle partait en vacances avec son mari en Californie. Stacy savait que je faisais du gardiennage de chiens sur une application appelée Rover, où l'on garde des chiens chez soi, les promène, etc. Je trouvais que c'était une opportunité parfaite car j'avais besoin d'argent. $200 pour 5 jours de garde, pourquoi pas? Brianne m'a fait visiter sa maison 1 semaine avant, et j'ai aussi pu rencontrer son grand husky nommé Ours.
Je ne vais pas mentir, c'était un énorme husky. Un peu en surpoids aussi, mais toujours adorable. Brian m'a dit que je pouvais me servir dans le frigo si j'avais faim. La porte d'entrée était équipée d'un code, donc c'était assez sécurisé. Une semaine après, je suis arrivé un vendredi soir, peu de temps après que Brian et son mari soient partis pour la Californie. Les premiers jours se sont bien passés. J'étais au travail une bonne partie de l'après-midi, je revenais nourrir le chien pendant ma pause, puis revenais le soir pour lui faire un tour en voiture. Je regardais des films tard le soir et Ours dormait près de moi quand j'allais me coucher. Puis, un lundi soir après le travail, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé par le Judas et vu un homme qui semblait porter un uniforme de policier noir. Trouvant cela étrange, j'ai quand même ouvert pour voir de quoi il s'agissait. « Bonsoir, je cherche un certain Georges », a-t-il dit. « Georges ?» J'ai pensé. « Non, il n'y a pas de Georges ici. Je garde le chien d'une amie depuis vendredi. » En y repensant, c'était assez stupide de dire à un inconnu que j'étais seul dans la maison. « Ah d'accord. Vous êtes là jusqu'à quand ?» m'a-t-il demandé. « Jusqu'à mercredi, » ai-je répondu. « Ah super, d'accord. Désolé de vous déranger, » a-t-il dit en partant. J'étais un peu mal à l'aise et j'ai verrouillé la porte. J'ai envoyé un message à Brian pour lui raconter ce qui venait de se passer, et elle m'a simplement répondu de ne pas m'inquiéter. J'ai trouvé sa réaction un peu étrange. Les choses sont restées normales jusqu'au mercredi vers minuit. Je m'étais allongé pour dormir, mais j'avais constamment en tête de vérifier si la porte d'entrée était bien verrouillée. Je me suis levé pour la vérifier et heureusement, elle l'était, mais j'avais quand même une sensation étrange. Je me suis endormi, puis j'ai été réveillé à 3h05 par le chien qui aboyait furieusement. Cela m'a vraiment effrayé, car j'ai pensé que quelqu'un avait pu entrer. Je me suis levé et suis allé au salon, où j'ai vu Ours grogner et aboyer en direction de la porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas, et j'ai vu le même homme qu'avant, cette fois accompagné d'un autre type, tous deux en uniforme de gardien de sécurité. Là, je commençais vraiment à avoir peur. Pourquoi cet homme revenait-il alors qu'il savait que j'étais seul? Je n'ai pas ouvert la porte. 2 hommes inconnus en tenue de sécurité à 3h du matin, ça ne m'inspirait pas confiance. Je m'assurais que toutes les portes étaient bien verrouillées. Lorsqu'ils s'éloignèrent, j'ai ouvert la porte et regardé dehors, mais je n'ai vu aucune voiture de sécurité. Je pense toujours que c'est Ours avec ses aboiements qui les a fait fuir. Je suis retourné me coucher et ai fini par m'endormir. Je n'ai pas pris la peine de prévenir Brian, car elle était en Californie de toute façon. Je suis contente de dire que je n'ai passé qu'une nuit de plus après ça. Jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas qui étaient ces hommes, ni ce qu'ils voulaient, et je n'ai pas accepté de garder de chien depuis cet incident. J'ai vécu avec mon grand frère pendant environ 4 ans après mes études. Nous partagions le loyer d'un appartement, car aucun de nous ne pouvait se le permettre seul. Mais durant la 4e année, mon frère a commencé à mieux gagner sa vie et a décidé de déménager dès la fin du bail. Je ne gagnais pas beaucoup, donc je savais que je ne pourrais pas assumer l'appartement seul. J'ai cherché un colocataire en ligne pendant quelques mois, mais j'ai finalement décidé de déménager moi aussi pour trouver un endroit moins cher. J'ai continué mes recherches jusqu'au dernier mois de notre bail, et mon frère avait déjà quasiment tout déménagé, ce qui me mettait beaucoup de pression pour trouver un logement rapidement. Avec mon budget limité, ce n'était pas simple. Finalement, je suis tombé sur une annonce postée par un propriétaire louant une chambre dans sa maison. Il s'appelait Evan. Je lui ai envoyé un message pour lui faire savoir que j'étais intéressé, puis j'ai continué mes recherches. Quelques minutes plus tard, il m'a répondu et nous avons fixé un rendez-vous téléphonique plus tard dans la journée. Lors de l'appel, il m'a expliqué tous les détails. Il vivait seul dans la maison et louait une chambre d'amis, mais je pouvais utiliser toutes les pièces de la maison. Cela me convenait parfaitement, alors j'ai accepté, et 2 semaines plus tard, j'ai entassé toutes mes affaires dans un camion de déménagement et pris la route. Entre-temps, nous avions échangé plusieurs messages et appels, et Evan m'avait envoyé plein de photos de la maison, mais je n'avais pas encore eu la chance de la voir en personne. Je suis arrivé vers midi et me suis garé dans l'allée. La maison était plutôt petite, mais elle paraissait agréable de l'extérieur. Evan se tenait dans le garage et m'a fait signe de venir.
Il m'a fait une visite rapide, puis m'a aidé à décharger toutes mes affaires dans ma chambre. Evan semblait être un homme normal, d'une trentaine d'années, donc presque 10 ans de plus que moi, mais cela ne me dérangeait pas. Il n'était pas très bavard, assez timide même. Une fois le déménagement terminé, j'ai rendu le camion et pris un Uber pour revenir à la maison. Il devait être presque 8 heures du soir, et j'étais épuisé. Evan était dans le salon, regardant la télé, donc je lui ai dit que j'allais me coucher tôt. Dans l'ensemble, l'endroit semblait bien et j'étais content de mon choix. J'ai déballé un peu, puis monté mon lit, et vers 9 heures, j'étais enfin prêt à dormir. Je me suis approché de la porte pour la verrouiller avant d'éteindre les lumières, mais en tendant la main, j'ai remarqué que la serrure se trouvait à l'extérieur de la porte et non à l'intérieur. Confus, j'ai ouvert la porte et suis allé demander à Evan pourquoi la serrure était du côté extérieur. Il a eu l'air surpris et m'a dit qu'il n'avait jamais remarqué, mais qu'il inverserait la serrure le lendemain. J'ai haussé les épaules et suis retourné dans ma chambre. J'étais fatigué et pas trop inquiet, même si c'était étrange. Je me suis endormi, mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant quelqu'un bouger dans la cuisine. J'ai supposé que c'était Evan qui prenait un verre d'eau, donc j'ai refermé les yeux. 1 minute plus tard, j'ai entendu ses pas dans le couloir. Il s'est arrêté devant ma porte. J'ai ouvert les yeux et regardé la porte. Il est resté là, silencieux, pendant environ 15 secondes avant que j'entende un déclic. Il venait de verrouiller ma porte de l'extérieur. Mon estomac s'est noué et j'ai senti mon visage se glacer d'effroi pendant qu'Evan retournait dans sa chambre. Dès que j'ai entendu sa porte se fermer, je me suis levé en silence et suis allé essayer la poignée. Elle ne bougeait pas. Je suis resté figé, réalisant que cet homme, que je venais de rencontrer, m'avait enfermé dans ma chambre. Ma peur s'est transformée en colère et j'ai appelé Evan, lui demandant d'ouvrir la porte. Il a réagi immédiatement, courant jusqu'à ma porte, et j'ai entendu sa main se poser sur la poignée, mais il a hésité quelques secondes avant de déverrouiller. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. « C'était quoi ça ?» l'ai-je confronté. Evan a bafouillé, disant qu'il voulait juste se sentir en sécurité, puisqu'il ne me connaissait pas. Je comprenais cette inquiétude, mais l'idée d'enfermer quelqu'un dans une chambre n'était vraiment pas la bonne manière de faire. Je lui ai dit que je comptais faire mes valises et partir dès le lendemain matin, et j'ai passé le reste de la nuit sur le canapé dans le salon, attendant l'ouverture du magasin de camions de déménagement à 9 heures. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. La porte de la chambre d'Evan était encore fermée, signe qu'il dormait probablement. Je me suis rendu au magasin pour louer un camion et suis revenu. Quand je suis entré dans la maison, la porte de la chambre d'Evan était ouverte. « Evan » ai-je appelé. Je me suis avancé et ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Elle était vide. Je n'arrivais pas à y croire, et cette situation devenait de plus en plus étrange. Je suis retourné à mes affaires et j'ai commencé à tout déménager sans perdre de temps. Après environ 2 heures, il ne me restait plus que 2 cartons. J'ai couru prendre l'un d'eux, puis me suis précipité vers la porte d'entrée, quand soudain, Evan est apparu dans l'encadrement de la porte. « Bouge », lui ai-je dit. Il m'a regardé sans émotion, puis s'est écarté après quelques secondes. Je suis passé rapidement avec le carton et l'ai mis dans le camion. Il ne restait plus qu'un carton à moitié rempli de nourriture que j'avais apporté de mon ancien appartement. J'ai décidé de le laisser sur place pour éviter tout contact supplémentaire avec Evan. Alors que je fermais la porte du camion, Evan est revenu tenant le dernier carton. « Tu as oublié ça ?» m'a-t-il dit. « Ah, merci », lui ai-je répondu en le prenant, avant de monter dans le camion. Je l'ai vu poser sa main sur la porte arrière du camion et commencer à la baisser, essayant de m'enfermer dedans. J'ai réussi à le repousser avant que la porte soit complètement baissée et l'ai vu tomber par terre. Il s'est relevé et a couru, non pas dans la maison, mais vers les arbres derrière. Je ne savais plus quoi penser, mais peu importait. J'ai rapidement fermé la porte du camion et suis parti. Mon frère a été assez gentil pour me laisser rester chez lui le temps de trouver un autre endroit. Je ne sais toujours pas ce qui se passait dans cette maison ni ce qui aurait pu arriver, mais quelque chose ne tournait définitivement pas rond.
J'ai grandi dans les années 70 dans l'Ohio, et mon meilleur ami d'enfance, Joe, et moi passions tout notre temps libre dehors. Joe vivait dans une ferme en bordure d'une grande forêt, et mes parents me déposaient le matin pour que nous restions dans les bois tout le week-end. Nous ne revenions que pour l'école. On adorait jouer aux éclaireurs. On construisait des abris, on fabriquait des pièges, on essayait d'allumer un feu avec des bâtons, tout ce qu'il fallait. Quand nous sommes arrivés au lycée, on a eu l'idée de faire notre propre version de Stand By Me, un film qui venait juste de sortir. L'idée, c'était de suivre des rails de train en campagne, mais au lieu de chercher un corps, on voulait trouver des ponts sympas pour pêcher et camper un peu à l'écart des rails. Bien sûr, on savait que c'était dangereux et qu'on ferait sans doute de l'intrusion, mais on était des gamins. On s'amusait beaucoup et on a découvert des rivières magnifiques et des ponts où personne n'allait. On pêchait, on se cachait des trains, et la nuit, on campait dans les bois près des rails, en allumant de petits feux cachés. Il ne nous arrivait jamais rien de grave, c'était idyllique. En fait, on s'amusait tellement qu'on a refait ça plusieurs fois sans jamais avoir de problème. Après le lycée, Joe et moi avons pris des chemins différents, chacun quittant sa ville, mais on est toujours restés en contact, essayant de se rendre visite de temps en temps. Un été, vers le milieu des années 90, on s'est retrouvés dans notre ville pour environ une semaine. Pendant la journée, on faisait des activités avec nos familles, et le soir, on allait boire un verre dans un bar, où on s'asseyait autour d'un feu chez Joe pour parler du bon vieux temps. Un soir, la nostalgie et la bière nous ont convaincus de refaire une expédition comme à l'époque. On a décidé de marcher le long des rails, de camper une nuit, puis de rentrer à pied le lendemain. Le jour venu, on est parti tôt le matin, et ma femme nous a déposés au milieu de notre ancien parcours, juste à la sortie de la ville. Elle trouvait ça complètement fou et n'a pas manqué de le dire plusieurs fois avant de partir. Joe a suggéré qu'on prenne le chemin opposé pour changer un peu. On connaissait bien le terrain et on avait une carte, alors je me suis dit « pourquoi pas ?» et on s'est mis en route. La journée s'est bien passée. C'était amusant et un peu triste, mais dans le bon sens. On a trouvé un pont, on s'est assis au bord, on a fumé un joint puis on a continué. On n'avait pas d'équipement de pêche mais on avait apporté des conserves et quelques trucs. Avant que la nuit tombe, on a choisi un endroit pour camper, une forêt dense avec des arbres de chaque côté des rails, ce qui donnait l'impression d'être dans un tunnel. On avait pris de petites hamacs pour dormir, mais avant de les installer, on a décidé de faire un petit tour pour vérifier les environs, comme on le faisait avant pour s'assurer qu'on ne campait pas par erreur dans le jardin de quelqu'un. On a marché une trentaine de mètres dans la forêt et monté une petite colline. On s'est dit que si on ne voyait rien depuis le sommet, on serait tranquille. Mais en arrivant en haut, on a aperçu un vieux bâtiment en contrebas, à environ 100 mètres dans les bois. On n'arrivait pas bien à voir, mais on a supposé que c'était peut-être une cabane à sucre ou quelque chose du genre. Il n'y avait aucune route visible qui y menait, et aucun signe de présence humaine, aucun bruit, ni mouvement, ni lumière. On a décidé de s'approcher un peu pour en être sûr. En descendant lentement la colline et en s'approchant du bâtiment, on a vu que ce n'était pas une cabane à sucre mais une vieille église. Elle semblait abandonnée depuis des années, un bâtiment bas et affaissé, dont les planches étaient presque noires à cause de la mousse et de la pourriture. Une croix noire de vieillesse se tenait au sommet, et aucune fenêtre n'avait de verre. Il n'y avait même pas de porte, juste des ouvertures béantes. On s'est approché assez pour voir l'intérieur. Il y avait des rangées de bancs et une petite estrade pour le prédicateur. On n'a pas voulu entrer. Hormis cela, il n'y avait aucun signe de vie, ni empreinte, ni sentier, ni route, juste cette église abandonnée. On a rapidement décidé de remonter la colline pour camper là où on avait prévu, se sentant un peu mieux avec une colline entre nous et l'église. Même si, je dois l'avouer, nous étions toujours un peu mal à l'aise. On a attribué ça à l'étrangeté naturelle de voir une église en plein milieu des bois. À ce moment-là, le crépuscule s'était installé, alors on a décidé de monter nos hamacs et de dormir. La nuit est tombée, et alors qu'on était allongés dans nos hamacs à discuter, on a commencé à entendre quelque chose venant de la direction de l'église. La conversation a tourné à peu près comme suit. « T'entends ça ? C'est quoi ce truc ? On dirait des gens qui chantent. »
Et en effet, cela ressemblait à des chants. On est sorti de nos hamacs en silence, et on s'est accroupi, tendant l'oreille pour essayer d'entendre plus clairement. On a écouté pendant 1 minute ou 2, et le chant continuait, mais ne se rapprochait pas. Finalement, on a décidé de remonter discrètement la colline pour voir d'où venait le son. Même après toutes ces années, on pouvait encore se déplacer silencieusement dans les bois, presque par réflexe. La lune n'éclairait qu'à peine, juste assez pour ne pas percuter un arbre, mais il faisait presque noir complet. On n'a pas utilisé de lampe de poche, avançant lentement et en silence. Quand on est arrivé en haut de la colline, on a vu une lumière au loin, venant de l'église, et le chant venait de là. Joe et moi avons rapproché nos têtes pour discuter tout bas, en échangeant des regards incrédules. La lumière semblait être celle de bougies, vu la façon dont elle vacillait. Malgré nos efforts, on ne comprenait pas les paroles du chant. Cela ressemblait à de la musique d'église, mais dans une langue presque étrangère. On s'est assis en observant pendant un moment, essayant de voir qui était là, mais on ne voyait que des ombres occasionnelles. Nous n'avions pas l'intention de nous rapprocher davantage. Il y avait à peu près la distance d'un terrain de football entre nous, et on comptait bien la garder. Le chant a continué un moment, puis s'est arrêté. Ensuite, une voix d'homme, forte et grave, a commencé à chanter. J'étais déjà effrayé, mais cette voix m'a glacé le sang. Elle ressemblait à celle d'un prédicateur de l'Ancien Testament comme dans les films, mais c'était comme s'il parlait dans une langue totalement différente, car on ne comprenait pas un seul mot. À un moment, la voix masculine prononçait quelque chose, et ensuite, plusieurs voix répondaient en chœur. Cela a duré un moment, puis tout le groupe a poussé un long hurlement qui devenait de plus en plus fort, si intense et troublant que j'ai fini par me boucher les oreilles. Puis soudain, tout s'est arrêté. J'étais sur le point de dire « On devrait vraiment s'en aller ?» quand Joe a posé une main sur mon épaule et a chuchoté « Ils sortent ». On était assez loin pour ne pas bien les distinguer, mais on pouvait voir une ligne de silhouettes sortir de l'ouverture de la porte, toutes se tenant par la main, en file indienne. On voyait que certains avaient des lampes, et ils ont recommencé à chanter. La lumière des lampes commençait à se diriger vers nous et vers la colline. On a couru vers notre campement, attrapé nos affaires, et on s'est mis à courir sur les rails dans la direction par laquelle on était venu. Après quelques kilomètres, on s'est arrêté et retourné pour regarder derrière nous. On voyait des lumières descendre la colline, se déplaçant de manière erratique, comme si ceux qui les tenaient tremblaient. On a continué à courir en alternant avec de la marche rapide autant qu'on pouvait. Finalement, les lumières ont disparu et on est arrivé à une route. D'après notre carte, on savait qu'un petit village se trouvait à environ 15 minutes de là. On y est allé et dès qu'on a atteint une station-service ouverte 24 heures sur 24, on a appelé ma femme pour qu'elle vienne nous chercher. Ma femme et nos autres amis ont supposé que c'était juste des gamins qui s'amusaient à nous faire peur, mais j'ai entendu ces voix, et ce n'étaient sûrement pas des voix d'enfants. On ne sait toujours pas qui étaient ces gens, mais c'est sans doute la chose la plus terrifiante qui me soit arrivée dans les bois. On ne sait toujours pas qui étaient ces gens, mais c'est sans doute la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée dans les bois. Dans de nombreuses régions rurales de l'Ouest américain, couper du bois dans les forêts nationales est une corvée nécessaire pour maintenir une maison chaude pendant tout l'hiver. Notre maison, située dans les montagnes du centre de l'Idaho, n'échappait pas à cette règle. Il était normal que mon père vienne nous chercher, mes frères et moi, après l'école pour nous emmener dans les montagnes pour un après-midi de collecte de bois. Mon père abattait les arbres morts, puis les coupait en morceaux. Mon rôle et celui de mes frères était de rouler le bois jusqu'au camion et de le charger. Nous répétions cette tâche en chaîne jusqu'à remplir la camionnette, en général avant la tombée de la nuit. Trempés de sueur et épuisés, nous montions dans la cabine du camion et redescendions la montagne. Le lendemain, nous déchargions, fendions et empilions le bois en rangées ordonnées. Ce processus se répétait jusqu'à ce que nous ayons assez de bois pour chauffer notre maison, le chalet de notre grand-mère, et pour donner un peu de bois supplémentaire à nos voisins plus âgés. Un après-midi,
nous avons décidé d'essayer un autre chemin de bûcheronnage de l'autre côté de la vallée. C'était en dehors de notre zone habituelle, mais mon père a dit qu'il avait simplement envie de changer de décor. Ce chemin de coupe n'avait pas été entretenu depuis un certain temps. De gros rochers et des branches jonchèrent le sentier. Mes frères et moi devions marcher devant, dégageant les pierres et le bois, tandis que mon père faisait avancer le camion en luttant contre les virages. La montée était physiquement exténuante, et alors que nous avancions dans la montagne et pénétrions davantage dans les arbres, un étrange sentiment a commencé à m'envahir. Je ne savais pas si c'était dû à la fatigue de la randonnée ou à autre chose, mais l'air semblait chargé d'électricité comme si toute la montagne vibrait d'une fréquence subtile. D'une manière étrange, on aurait dit que la montagne savait que nous étions là et n'était pas ravie de notre présence. J'étais sur le point de dire quelque chose à mes frères, mais avant d'ouvrir la bouche, mon frère cadet a demandé « Vous sentez aussi qu'on n'est pas les bienvenus ici ?» Mon frère aîné et moi nous sommes arrêtés, puis avons acquiescé en silence. Ce moment a été interrompu par mon père qui a klaxonné et nous a fait signe de continuer à dégager le chemin. À contre-cœur, nous avons avancé jusqu'à une petite clairière dans les bois, où nous avons finalement pu arrêter le camion. Mon père, apparemment inconscient de notre appréhension ou choisissant simplement de l'ignorer, a pris sa scie et s'est mis au travail. Tandis que le bois tombait et que nous le chargions, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment oppressant, comme une ombre noire qui m'entourait. Je remarquais que mes frères regardaient aussi souvent derrière eux en travaillant. Tout le monde semblait sur les nerfs, sauf mon père. Le soleil se couchait derrière les arbres, et le crépuscule commençait à s'installer. À mesure que la lumière disparaissait, mon anxiété ne faisait que croître. Ce n'est que lorsque mon père nous a soudainement dit de tout charger dans le camion que j'ai ressenti un soulagement immédiat. Je voyais aussi la tension disparaître chez mes frères. Le camion n'était pas entièrement chargé, et pour mon père, cela était un gaspillage. Parfois, nous restions même à travailler dans l'obscurité pour être sûrs que le camion soit plein, mais cette nuit-là, il semblait pressé de rentrer. Une fois que tout était chargé, nous avons pris la route. Bien que morts de fatigue, nous étions d'humeur plus légère et nous plaisantions, détendus après l'après-midi de travail. Nous étions presque sortis de la lisière des arbres et arrivions dans la vallée. En descendant les lacets, un mouvement soudain a jailli du côté du virage en contrebas. « Merde » a été le seul mot qui est sorti de la bouche de mon père, alors qu'il appuyait sur les freins. Avec la charge de bois, il était impossible d'éviter l'obstacle qui venait d'apparaître. Le camion s'est finalement arrêté, et nous avons tous les quatre regardé à travers le pare-brise sans dire un mot. Dans la lumière jaune de nos phares se trouvait le corps froissé d'un cerf. Mon père, maugréant et pestant, est sorti pour aller voir ce qu'il en était. Mes frères sont restés dans le camion comme il leur avait dit de faire, mais moi je l'ai suivi de près. Le camion était intact. Nous n'allions pas vite quand nous avons heurté le cerf, seulement un peu de poils et de sang sur le pare-choc. Percuter un cerf dans cette région n'était pas inhabituel. Les montagnes en étaient de plaines. Ce qui était étrange, cependant, c'est que le cerf soit tombé si soudainement. D'habitude, un cerf touché à plus grande vitesse peut encore courir un moment avant de s'effondrer, mais celui-ci s'était effondré comme une poupée de chiffon. En nous approchant de la carcasse, une odeur fétide nous a immédiatement frappés. Les cerfs vivants peuvent sentir mauvais, mais celui-ci dégageait une odeur de décomposition et de pourriture qui dépassait tout ce que j'avais connu. Mon estomac commençait à se retourner à mesure que nous approchions. Mes narines me brûlaient, et quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que le cerf était vraiment mort, et depuis un certain temps. L'odeur était si intense que mes yeux piquaient, et la scène qui s'offrait à moi relevait du pur cauchemar. Les yeux du cerf avaient disparu, remplacés par des trous sombres et creux. Sa langue, gonflée et noire comme du charbon, pendait sur le côté de sa bouche. Son ventre était ouvert, et des intestins et des organes se répandaient dans la terre. Dans les phares tamisés, on aurait dit que la fourrure et les entrailles du cerf bougeaient, remuant presque. En retenant mon souffle, je me suis penché pour regarder de plus près, et mon cœur s'est arrêté. Le cerf, dedans et dehors, était couvert de larves. Il était mort,
Mais notre camion ne l'avait pas tué. De toute évidence, il était là depuis des jours, voire des semaines. Je me suis éloigné en retenant un haut le cœur, et cette angoisse électrique m'a envahi de nouveau. Mon père, habituellement du genre calme et stoïque, avait maintenant une expression d'horreur sur le visage, même dans la lumière tamisée des phares du camion. Son regard n'était pas fixé sur le cerf, mais pointé vers le bas de la montagne. Masquant mal sa peur, il m'a dit fermement de retourner au camion et de monter. J'ai obéi sans hésitation. Au moment où j'ai attrapé la poignée de la porte, un cri perçant a retenti depuis les bois. Les branches se brisaient et quelque chose se précipitait vers nous depuis la pente. J'ai claqué la porte juste au moment où mon père atteignait le camion. Avant même de fermer sa porte, il a appuyé sur l'accélérateur, faisant avancer le camion qui a roulé sur la carcasse du cerf et dévalé la pente. Entre nos cris, il était difficile de savoir si ce hurlement nous poursuivait ou non. Nous avons émergé de la forêt et nous nous sommes retrouvés dans la vallée. Une fois sortis des bois, tout s'est calmé. Il ne restait que le ronronnement du moteur et le bruit du vent dans les vitres entr'ouvertes. En arrivant sur notre propriété, le camion s'est arrêté. Nous sommes restés en silence. Personne ne bougeait pour sortir. Tout le monde a commencé à parler en même temps. Chacun avait des questions. Qu'était-ce que ce cri ? Comment un cerf mort a-t-il pu jaillir en haut de la pente devant le camion ? Impossible que notre camion l'ait tué. Mon père a secoué la tête et nous a fait signe de nous taire. Le cerf était déjà mort quand nous l'avons frappé. Il n'a pas sauté devant nous, il a été projeté sur notre chemin. Nous le regardions avec incrédulité et il nous a expliqué qu'il s'était senti mal à l'aise toute la journée en montagne. Ne voulant pas nous inquiéter, il avait gardé ce sentiment pour lui, le décrivant comme l'impression d'entrer dans le salon d'un inconnu pendant que celui-ci dormait à l'étage. Ce sentiment ne l'avait jamais quitté, et au crépuscule, il avait perçu une ombre du coin de l'œil, pas loin dans les bois. Il avait vu des formes bouger d'arbre en arbre, mais n'avait jamais pu les observer assez longtemps pour se faire une idée claire avant qu'elles ne disparaissent derrière un tronc. C'est après avoir heurté le cerf et découvert que le cerf était mort depuis longtemps que mon père a compris ce qui se passait. Quelque chose avait projeté ce cerf pour nous faire stopper. Avant que les cris ne commencent, il avait entendu un mouvement dans l'obscurité au-delà de la route. C'était un piège. Courir jusqu'au camion aurait pu déclencher une embuscade ou réveiller un instinct de prédateur, alors nous avons avancé calmement vers le camion. Dès que nous étions à l'intérieur, il a conduit le camion en bas de la montagne sans la moindre intention de s'arrêter. Pour personne, ni pour rien. Ce sentiment d'électricité dans l'air ne s'est dissipé qu'une fois que nous avons atteint la route principale. Mes frères et moi n'avons rien vu d'autre en partant, mais les cris de cette forêt ne quitteront jamais mon esprit. Nous n'avons pas coupé de bois pour le reste de la saison. Pour la première fois de sa vie, mon père a simplement acheté le bois dont nous avions besoin. Et même si, l'hiver suivant, nous avons repris la collecte de bois, nous ne sommes jamais retournés sur cette montagne. Les services forestiers ont définitivement fermé et récupéré cette route, et le seul moyen de retourner dans ces bois est maintenant une très longue randonnée, une que je n'ai aucun désir de refaire. Quoi que ce soit qui se trouvait sur cette montagne, quoi que ce soit qui ait projeté ce cadavre de cerf et nous ait chassés des bois, cela ne voulait clairement pas de notre présence. Cela voulait que nous partions, ou pire, que nous ne repartions jamais. Je travaillais pour une petite entreprise de livraison dans une petite ville où tout le monde connaissait la vie de tout le monde. Délices Livrées n'était pas un de ces grands services comme Uber Eats ou DoorDash. C'était plutôt une initiative locale, une petite start-up privée gérée par un couple du coin, qui gagnait juste assez pour tenir. On pourrait croire que le nom de l'entreprise donnait un air sympathique, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans les livraisons de nuit qui me faisait frissonner. Les rues, habituellement animées pendant la journée, devenaient sombres et silencieuses sous la faible lueur des lampadaires. Mon travail était simple, récupérer la nourriture et la déposer. J'avais pris le rythme de conduire à travers des quartiers tranquilles, observant les lumières des maisons qui s'allumaient et s'éteignaient, alors que les gens s'installaient pour leur soirée. La plupart des clients étaient amicaux, me faisant signe de leur porte ou me remerciant rapidement derrière leur masque. À force,
Je commençais à reconnaître les gens, les petites villes, c'est comme ça. J'apprenais leurs habitudes. Ceux qui commandaient des pizzas tard le soir, les familles qui demandaient toujours des frites en plus, et le gars qui donnait 5 $ de plus si je ne faisais pas de bruit. Mais bien sûr, il y avait des exceptions, des gens qui me mettaient en mal à l'aise et j'évitais certains quartiers, surtout la nuit. Puis il y avait Eliane. Eliane habitait dans une vieille partie de la ville, juste à côté du lycée, là où les maisons avaient clairement vu de meilleurs jours. Les pelouses étaient envahies par les mauvaises herbes, négligées par leurs propriétaires. Elle commandait toujours la même chose, du poisson frite. À chaque fois, elle donnait les mêmes instructions, frapper et attendre qu'elle vienne à la porte. Rien d'inhabituel sauf qu'elle prenait toujours son temps, m'invitant à entrer avec un étrange sourire figé sur son visage, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Je refusais toujours, trouvant une excuse pour expliquer que j'avais d'autres livraisons. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, comme si elle m'évaluait, telle une louve scrutant un agneau. Une nuit, alors que le travail était plutôt calme, je reçus une notification pour une nouvelle commande. Poisson frites pour Eliane. J'ai presque voulu ignorer l'appel. L'horloge indiquait 22h15 et il ne me restait qu'1 heure de service. C'était une grosse commande, plus grande que d'habitude, et comme les pourboires de la soirée étaient bien maigres, j'ai décidé, malgré mon instinct, d'accepter la course. Je me suis rendu au restaurant pour récupérer la commande, mais mon estomac était déjà noué. La rue dehors était plongée dans l'obscurité, et le néon clignotant du restaurant projetait une ombre étrange et déchiquetée sur le parking. Même le restaurant semblait plus silencieux que d'habitude, presque comme si toute la ville dormait, sauf moi et Eliane. J'ai pris le sac brun lourd, déjà imbibé de graisse, et je suis parti en direction de chez elle. La maison d'Eliane se démarquait dans le quartier, une bâtisse de 2 étages qui s'affaissait, la peinture s'écaillant avec des stores déchirés par endroits, sûrement à cause des chats. La lumière du porche était faible, à peine assez pour illuminer les marches, et lorsque je me suis garé devant, j'ai hésité. Il y avait quelque chose de différent cette nuit-là. La maison semblait plus sombre, presque comme si elle m'attendait. Des sacs de poubelle traînaient sur le porche, et un vieux fauteuil en décomposition se trouvait près de la porte d'entrée. La maison entière était dans un état de délabrement complet, reflet de la propriétaire elle-même. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me débarrasser de ce sentiment de malaise qui me montait le long de la colonne vertébrale, et j'ai attrapé la commande. Je suis monté sur son porche, remarquant une odeur aigre dans l'air, presque comme de la viande pourrie, mêlée à quelque chose d'autre, peut-être de la sueur. C'était une de ces odeurs qui vous font dresser les poils sur la nuque. J'ai frappé une fois à la porte et elle s'est ouverte en grinçant toute seule. C'était la dernière chose que je voulais, mais elle s'était déjà produite par le passé, cette porte laissée déverrouillée. Cependant, ce soir-là, elle s'ouvrait lentement comme si elle m'attendait. L'obscurité à l'intérieur était totale. La lumière de la rue ne pénétrait même pas le seuil, engloutie par une pénombre oppressante. Et cette odeur, elle était encore plus forte à l'intérieur, plus épaisse, rance. « Eliane » appelai-je, ma voix résonnant trop fort dans le silence. Pas de réponse. Je fis un pas à l'intérieur, le plancher craquant sous mon poids. « Eliane, ta commande est là. » Je savais que j'aurais dû partir, et je le regrette maintenant. Mais dans le moment, je pensais qu'elle avait peut-être fait une chute ou qu'elle était trop malade pour venir ouvrir. Je ne voulais pas simplement laisser la nourriture dehors. Mes yeux commencèrent à s'habituer à la faible lueur qui venait de quelque part au fond de la maison, peut-être d'une lampe vacillante ou de la télévision. Mais le salon était dans un état pire que tout ce que j'avais jamais vu. Des vêtements et des papiers jonchèrent le sol, des contenants de nourriture à moitié vides, et des bouteilles vides s'accumulaient un peu partout. Je posai la nourriture sur le comptoir de la cuisine, en dégageant un petit espace parmi le désordre. Mes pieds s'enfonçaient presque dans la moquette, humide de quelque chose auquel je préférais ne pas penser. En me déplaçant vers le couloir, je vis des ombres bouger à la limite de mon champ de vision, comme si quelque chose se cachait juste hors de vue. À ce stade, j'étais convaincu qu'il lui était arrivé quelque chose. Peut-être qu'elle était tombée. « Eliane »
appelai-je encore, cette fois plus fort. De quelque part au fond du couloir, j'entendis une voix faible, à peine plus qu'un murmure. « Ici, aide-moi. » C'était sa voix, mais elle sonnait étrangement, trop faible, trop lointaine, presque comme si elle m'appelait depuis le fond d'un puits. J'hésitais dans l'embrasure du couloir, jetant un coup d'œil en arrière vers la porte d'entrée, qui paraissait maintenant bien plus loin. Mon cœur s'emballait, chaque instinct en moi hurlait de quitter les lieux. Mais une pensée persistante m'empêchait de partir. Et si elle avait vraiment besoin de mon aide? Je m'avançais lentement dans le couloir, dont les murs semblaient se resserrer autour de moi, l'air devenant plus lourd, presque suffocant. L'odeur, elle, était désormais insupportable, semblable à une plaie infectée laissée à pourrir. Arrivé à la porte de la chambre, légèrement entr'ouverte, une faible lumière clignotante en provenait. Je la poussai doucement. Elle était là, allongée sur le lit, son corps massif enveloppé dans des draps en désordre. Sa peau était d'une pâleur maladive, couverte de sueur, et elle me souriait faiblement. Mais ce n'était pas un sourire de gratitude, c'était quelque chose d'autre. « Entre », dit-elle d'une voix épaisse et pâteuse. « J'ai besoin de toi. » Je restai figé, le ventre noué par un malaise de plus en plus profond. Il y avait quelque chose de profondément inquiétant dans sa manière de s'allonger là, dans la façon dont elle me regardait. Je fis un pas en arrière, mon talon accrochant le bord du tapis. Elle était complètement nue, exposant sans retenue son corps massif, et tendit un doigt vers moi pour m'inviter à la rejoindre dans le lit. « J'ai apporté ta nourriture », balbutiai-je, reculant déjà vers la sortie. Soudain, une voix rauque et grave brisa le silence depuis quelque part derrière moi. « Non, ne pars pas, elle a besoin de toi. » Je me retournai d'un coup, et dans les ombres à l'extrémité du couloir se tenait un homme que je reconnus immédiatement. C'était un sans-abri que j'avais déjà aperçu errant en ville, l'air toujours perdu. Ses vêtements étaient sales, son visage mal rasé, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son regard. Des yeux grands ouverts, brillants d'une lueur de folie, quelque chose de désespéré. Il n'y avait pas beaucoup de sans-abri dans notre petite ville, donc je me rappelais bien de lui. Pourtant, il y avait quelque chose de différent chez lui cette nuit-là, quelque chose d'inquiétant, comme s'il avait complètement perdu pied avec la réalité. « Elle a besoin que tu restes », répéta-t-il, avançant vers moi, la main sale tendue. « Tu peux l'aider. » Je reculai jusqu'à l'embrasure de la porte, mon pouls résonnant dans mes oreilles. Je ne crois pas que... » commençai-je, mais il me coupa, sa voix s'élevant soudainement. « Elle est malade. Tu ne vois pas ça? Tu dois lui donner ce dont elle a besoin. » Puis, il me fit un clin d'œil étrange. Je sentis mon corps se tendre, alors qu'il avançait encore d'un pas, ses mouvements délibérés, son souffle irrégulier. J'ai jeté un regard vers la chambre, où Eliane continuait de me fixer avec ce sourire troublant, ses mains me faisant signe d'approcher. Les murs semblaient se refermer autour de moi, l'air devenant encore plus lourd, presque irrespirable. Ce n'était pas une simple demande étrange. C'était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus dérangeant. Je me retrouvais acculé, contre le mur, et l'ampleur de la situation s'imposa enfin à moi. J'étais piégé. L'homme continuait de se rapprocher, ses vêtements dégageant une odeur aigre de sueur rance et de quelque chose de pourri. Son souffle était chaud, chargé d'humidité, envahissant cet étroit couloir tandis qu'il murmurait à nouveau. « Tu dois l'aider. Tu es venu pour ça, non? Donne-lui ce qu'elle veut, livreur. » Je ne suis que le livreur, balbutiai-je, la gorge sèche. Je suis juste venu déposer la commande, et je dois vraiment y aller, j'ai d'autres livraisons. Les autres livraisons peuvent attendre, s'exclama-t-il soudainement, sa voix coupant l'air comme un couteau. Il n'était qu'à quelques centimètres de moi, assez près pour que je voie les plaies sur sa peau, le blanc jauni de ses yeux, qui allaient et venaient, m'examinant comme si j'étais une proie. « Eliane a faim, elle t'a attendu », grogna-t-il, ses yeux fous me fixant avec une intensité dérangeante. « Donne-lui ce qu'elle veut et laisse-moi regarder. » Derrière moi, la voix d'Eliane se fit entendre, douce
mais teintée d'une étrange insistance. « S'il te plaît, ne pars pas. » Elle étira les mots, chaque syllabe dégoulinant de désespoir, ce qui me fit frissonner encore plus. « Reste avec nous, tu vas aimer ça. On prendra soin de toi. » Je tournai la tête vers elle. Elle s'était redressée à moitié, son large corps pâle à peine couvert par le drap mince, maintenant emmêlé autour de ses jambes. La faible lumière de la pièce faisait briller la sueur sur son visage, et pour la première fois, je vis l'état de délabrement dans lequel elle vivait. Le lit était couvert de taches sombres qui marquaient le matelas, et une odeur de moisissure et de décomposition semblait émaner de chaque coin de la pièce. Je sentis une nausée monter et me forçai à ne pas vomir. L'homme tendit alors la main et agrippa mon bras. Sa prise était moite, ses ongles sales s'enfonçant dans ma peau. « Tu ne peux pas partir » grogna-t-il, me tirant en direction de la chambre. « Eliane veut que tu restes. »« Non !» criai-je, rassemblant toute ma force pour libérer mon bras de son emprise. Mon mouvement brusque me fit trébucher en arrière, mon épaule heurtant l'embrasure de la porte. « Je ne vais pas rester. Je ne veux pas faire partie de ça, peu importe ce que vous faites ici. » Le visage de l'homme se tordit en un rictus de colère, ses lèvres se retroussant pour dévoiler des dents jaunes et craquelées. « Tu ne peux pas partir, » siffla-t-il, sa voix basse et menaçante. « Pas avant qu'elle ait obtenu ce qu'elle veut. » Je n'avais aucune intention de découvrir ce qu'il voulait dire par là. Je fis volte-face et me lançai dans le couloir, mes pieds martelant le tapis usé alors que je courais vers la porte d'entrée. Derrière moi, j'entendais ses pas lourds, son souffle rauque et irrégulier qui se rapprochait. La voix d'Eliane me suivait, douce et chantante. « Reviens, ne t'enfuis pas. » J'atteignis enfin la porte d'entrée et l'ouvris d'un coup, mes mains tremblantes, alors que l'air frais de la nuit me frappait au visage. Mais avant que je puisse m'échapper complètement, je sentis une main agripper l'arrière de ma chemise, me tirant violemment en arrière. Je me retournai juste à temps pour voir le regard fou de l'homme, tentant de me tirer de nouveau à l'intérieur de la maison. « Allez, mon pote !» cria-t-il. Dans un sursaut désespéré, je me dégageai de son emprise, trébuchant en bas des marches du porche et courant vers ma voiture. Je fouillai mes poches à la recherche des clés, mes mains tremblant tellement que je manquais de les faire tomber. Heureusement, j'arrivai à ouvrir la portière, me jetai à l'intérieur et verrouillai immédiatement les portes. L'homme s'était arrêté au bord du porche, sa silhouette imposante se découpant dans la lumière tamisée, ses yeux fous toujours rivés sur moi. Pendant un moment, nous nous fixâmes, l'air entre nous chargé d'une tension oppressante. Il ne bougeait pas, juste là, respirant lourdement, son torse se soulevant et s'abaissant tandis qu'il continuait de m'observer. Puis, lentement, il leva la main et pointa un doigt vers moi, un sourire sinistre s'étirant sur ses lèvres. « Tu reviendras » murmura-t-il, sa voix à peine audible à travers la vitre fermée. « Tu reviendras. » Je ne perdis pas une seconde de plus. J'allumai le moteur et quittai l'allée en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte alors que je m'éloignais à toute vitesse. Je ne regardais pas en arrière, je n'osais même pas. L'image d'Eliane et de cet homme, quoi qu'ils aient pu planifier, était gravée dans mon esprit. Je continuais de rouler, mes mains serrées sur le volant, les jointures blanchies par la peur et l'adrénaline qui me parcouraient encore le corps. Quand je finis par arriver sur le parking derrière les bureaux de Délices Livrées, j'eus enfin l'impression de pouvoir respirer de nouveau. Le poids oppressant qui m'avait suivi depuis la maison semblait s'alléger un peu, mais une sensation de malaise persistait, comme une ombre qui rampait le long de ma nuque. Je restai assis dans la voiture pendant un moment, mon cœur se calmant lentement, tentant de donner un sens à cette situation absurde. Comment avais-je pu me retrouver là-dedans ? Je lui avais déjà livré plusieurs fois, mais c'était complètement différent. Ce n'était pas juste une vieille dame un peu étrange, c'était quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. Je pris mon téléphone et appelai mon patron, le propriétaire de Délices Livrées. Bien que l'heure fût tardive, il décrocha, la voix encore endormie. « Oui, quoi de neuf ?» Je viens de quitter la maison d'Eliane, dis-je,
essayant de garder ma voix stable malgré les tremblements. Quelque chose de vraiment bizarre s'est passé. Elle a quelqu'un avec elle, un type. Il a essayé de m'attraper, et j'ai failli ne pas m'en sortir. Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne.